Bonjour, nous sommes le vendredi 15 novembre 2014, il est 11h30 du matin, AM, et je voudrais revenir sur la question du signifiant et de l'emprunt linguistique. Vous savez que, autrefois, on nous disait attention aux faux amis. C'était un peu la ritournelle des professeurs de langue. Attention aux faux amis, tel mot qui en français veut dire ça, en anglais veut dire autre chose. Donc ne l'employez pas comme ça indifféremment. C'est vrai qu'effectivement, un mot peut avoir des significations différentes selon la langue, selon le contexte, selon le locuteur. Bref. Ce qui montre bien que, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Car le point commun entre tous les usages de ce mot, c'est justement le mot lui-même. Qu'il soit prononcé d'une certaine manière, parce qu'on peut prononcer un mot de façon telle qu'il est parfois méconnu, méconnaissable, qu'il soit écrit dans tel ou tel alphabet, qu'il ait telle et telle signification, tel et tel usage, l'ensemble des usages de ce mot, c'est ce mot. Donc ça, c'est une méthodologie que je suggère, à savoir la notion de point commun. L'ensemble des... par exemple, si vous prenez une sonate de Beethoven, certes, elle peut être jouée par un nombre infini de personnes qui certainement la joueront différemment, mais le point commun entre toutes ces personnes qui joueront différemment cette pièce, c'est cette pièce elle-même. Donc, alors, le problème qui se pose, c'est évidemment, enfin, est-ce que c'est le mot écrit, est-ce que c'est le mot parlé Bon, ça c'est un peu compliqué à situer, à circonscrire. Il est plus facile, il est plus tentant de dire qu'on va prendre le mot écrit. Mais le mot écrit, qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, je change de sujet, enfin, hier soir j'étais à voir un film en italien sur le pape roi. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, mais ces mots italiens, est-ce que je sais comment ils se prononcent en Italie? Est-ce que parce qu'il y a tel finale O ou A qui est à la fin, est-ce qu'elle se prononce cette finale oralement ou pas? Mais oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'écrit, oui, très bien, mais on ne sait pas comment ça se prononce. Quand on est en face d'un mot, d'un signifiant, on ne sait pas comment il se prononce, on ne sait pas ce qu'il signifie exactement dans tel et tel contexte, on ne sait pas comment il se décline, comment il se conjugue, etc. C'est une tradition orale qui nous dit comment un mot se prononce. Le texte ne nous dit pas comment un mot se prononce. Et même si, à la limite, il y a des signes diacritiques, comme en hébreu, on ne sait pas forcément comment ils sont utilisés. Par exemple, quelqu'un qui lirait un texte en français, est-ce qu'il saurait que les finales en S pluriel ne se prononcent pas? Qu'est-ce qui le lui dirait? Et qu'est-ce qui empêche d'ailleurs les Anglais de les prononcer? Ils disent The Presidents of the United States, les présidents. Eux qui, soi-disant, ne pratiquent pas le pluriel, mais ils le pratiquent fortement, fortement dans le cas des noms, sinon dans le cas des adjectifs, où effectivement ces adjectifs sont neutres, ou dans le cas des verbes qui sont souvent également neutres. Mais par contre, au niveau de du marqueur de pluriel, ça s'entend très fortement pour les noms. Donc chaque langue a aussi sa façon de marquer
le pluriel. Par exemple, en français, l'autre jour, quelqu'un me disait, ben oui, la différence entre le pluriel le chat et le pluriel les chats, si je n'entends pas le S qui marque le pluriel, eh bien c'est la différence entre le et le les. Le LE et le LES. Alors c'est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prononcer le E, donc ils ont du mal à distinguer. Par exemple, l'anglais, on ne sait absolument pas comment ça se prononce. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas en lisant un texte en anglais que je saurai comment se prononcent les mots en anglais. Et puis, il y a l'oralité. En français, il y a beaucoup de réductions, finalement. On va dire de quoi je parle. De quoi je parle. Le E du jeu est très souvent éludé. Je sais pas. Je veux pas. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, correspond aussi à l'apostrophe. Parce que quand je dis j'ai envie ou j'ai pas envie, eh bien là, il n'y a pas le E du tout. Et j'ai pas envie, il y a aussi le N qui est supprimé. Qui existe dans le texte écrit, mais qui n'existe pas oralement. Bon, tout ça pour dire que il y a une matrice qui est le signifiant, dont il faut trouver l'origine, et puis il y a ensuite toutes sortes d'avatars, de dérives. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir au point de départ, quelque part. De retrouver le point central, le point initial, la source. Le signifiant matriciel, le signifiant racine. Et la France, je l'ai dit, a réussi la performance de présenter sa langue comme, comme un outil et non plus comme une langue qui appartient à un pays donné, à une culture donnée. Et c'est ce qui lui a permis d'exporter ces mots. Il n'a pas fait ça sciemment, délibérément, mais il l'a fait, en ce sens-là, la langue française est une langue tout à fait en avance sur son temps, elle est même en avance sur le XXIe siècle. Puisque encore aujourd'hui, en 2014-2015, on ne considère pas les langues comme des techniques, comme des outils qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait élaborer. Non. On est encore à une vision extrêmement ancienne de la langue qui se développe comme elle-même, comme une sorte de végétation, d'arborescence. Alors que la langue française, depuis longtemps, a déjà pris le biais d'une technologie particulière, d'une technique particulière, et à ce moment-là, qui peut s'exporter. C'est ce qui s'est passé. Tout comme l'alphabet latin est devenu quelque chose qui n'est pas du tout lié à une langue en particulier. Le problème de l'hébreu, c'est que justement, il adopte un alphabet qui n'est l'alphabet de personne d'autre aujourd'hui. Mais ça c'est quand même très embêtant. Il aurait pu adopter l'alphabet arabe, pourquoi pas après tout. Ou l'alphabet il y avait l'hébreu et le yiddish qui avaient le même alphabet, enfin, pas très très loin. Mais la langue de demain, ce sera une langue technique, c'est-à-dire une langue où on jugera l'ergonomie de la langue. On jugera la facilité d'apprentissage de la langue, la façon dont intuitivement les gens peuvent se retrouver dans cette langue, notamment les jeunes enfants. Et là, on va s'apercevoir que l'anglais est totalement éliminé. C'est une question de quelques décennies tout au plus, peut-être même d'une décennie. Il y aura une prise de conscience que la langue est un outil, que l'humanité a besoin d'un outil, que cet outil doit être performant. C'est-à-dire qu'il doit être cohérent, rationnel, structuré, et ce n'est pas du tout le cas de l'anglais, ni même de lobby, etc. Donc là, moi, je ne me fais pas du tout de soucis pour la langue française. Elle va marquer des points parce qu'elle est en avance. Parce qu'elle est la seule langue qui a véritablement prouvé, d'ailleurs. En fait, nous sommes déjà au XXIe siècle. Depuis que les mots français sont empruntés, on est déjà dans une logique technologique. On n'est déjà plus dans une logique de langue cloisonnée. On a déjà deux visions de la langue qui cohabitent actuellement, et on voit très bien que c'est la vision
du signifiant qui va l'emporter sur la vision du signifié. La langue française fournit du signifiant, fournit des mots, comme elle fournirait du pétrole, et puis les gens, ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas leur problème. Et c'est pas parce que quelqu'un prend mon pétrole et qu'il en fait ce qu'il veut qu'il ne me doit pas payer son pétrole. Hein, le fait d'utiliser un produit comme on veut ne signifie pas qu'on n'a pas une dette par rapport à celui qui vous a transmis ce produit. Ça aussi, on entend des choses comme ça, du genre ah oui, cette pièce de musique, je la joue de manière un petit peu différente, donc je me l'approprie. Donc j'en fais quelque chose de personnel. C'est très relatif tout ça, très relatif. D'abord, comme je l'ai dit, parce que tous les gens, les milliers de personnes qui utilisent cette même pièce, ben, ils ont ce point commun. Donc on est dans la synchronie et pas dans la diachronie. On n'est pas dans, c'est pas original. C'est une originalité extrêmement relative et presque normale. Si j'achète un marteau, ben, on ne me dit pas ce que je vais avec quoi, comment je vais me servir de ce marteau. Enfin, je veux dire, à quoi je vais utiliser le marteau. Le marteau, bien sûr, je sais comment on se sert d'un marteau, et encore, mais l'emploi, l'usage, pas le mode d'emploi, mais l'emploi que j'en fais, lui, il peut être infini. On ne va pas rentrer dans ce genre de considération.